À la une ce soir, nouvelle disparition inquiétante d'une personne âgée au Gros-Morne. Clotaire Linor, âgé de 86 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier. Les recherches ont été interrompues par les forces de l'ordre, faute d'éléments pour orienter les investigations. 2 policiers fauchés par des chauffards dans l'exercice de leurs fonctions. Les faits se sont déroulés à 2 endroits différents lors de contrôles routiers. Les forces de l'ordre dénoncent une violence qui se banalise. Une ancienne collaboratrice parlementaire de Jean-Philippe Linor, épinglée par le Canard enchaîné, elle aurait facturé via sa société de conseil des prestations allant du soutien d'amendements en passant par l'organisation de rencontres entre milieux politiques et économiques. Enfin, la Martinique accueille depuis ce matin la réunion annuelle du Conseil des ministres de la Santé de l'OCS, un rendez-vous de 3 jours sous le thème de l'équité et de l'accessibilité aux soins. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec cette disparition inquiétante d'une femme de 63 ans qui serait partie se baigner sur la plage de Lens-Madame à Schellcher et qui n'a plus donné signe de vie depuis hier. Ses proches ont donné l'alerte quand ils ne l'ont pas vue revenir de sa baignade quotidienne. Aujourd'hui, hélicoptères de la gendarmerie, plongeurs et patrouilles terrestres ont été déployés pour la retrouver. Pour l'heure, les recherches restent infructueuses. Le mari de la portée disparue s'est exprimé face à la caméra de Sandrine Claude. Regardez. On a déjà tellement cherché, surtout les amis aussi et la famille ont donné un grand coup de main, ainsi que des camarades et des copains. Je pense qu'il faut les chercher peut-être aussi ailleurs parce que vraiment, c'est pas possible qu'on puisse pas trouver un corps. C'est pas possible. Dans si peu d'eau et un si peu d'espace, je me pose des questions. Donc il faudra peut-être voir sur terre aussi, dans les environs, s'il n'y a pas eu un problème quelconque. On habite sur la plage même, donc elle avait l'habitude d'y aller. Donc je vous dis, elle faisait des petites distances. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. C'est surtout comment ça s'est fait, dans un espace aussi simple que ça. Elle n'allait pas très loin, hein, c'est resté dans les environs, elle ne plongeait pas et tout ça. Donc c'est vraiment un gros doute, une grosse question, sans réponse. Autre disparition au Gros-Morne cette fois-ci. Nous vous en parlions hier soir. Clotaire Linor, âgé de 86 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier. Si aujourd'hui aucun dispositif de recherche n'a été mis en place par les autorités, ses voisins de Trinité et les riverains du Gros-Morne, où il était bien connu, s'interrogent sur ce nouveau cas de disparition d'une personne âgée. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Clotaire Linor, 86 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi. C'est ici, au quartier Malgré Tout, que l'homme vivrait dans des conditions visiblement extrêmes. Sa voisine Julienne le connaît depuis de longues années. Après le mauvais temps, sa maison était un petit peu abîmée. Bon, on l'a hébergé pendant 2 jours. Et puis après, il y a une dame qui l'a pris, qui l'a emmené chez lui. Il a une famille. Bon, la famille qu'il a, c'est son beau-frère. C'est le mari de sa sœur. Mais c'est un monsieur qui est déjà âgé. Selon Julienne, l'homme avait souvent pour habitude de se déplacer à pied. Il y a des moments qu'elle faisait toute la route à pied. Ce sont des gens qui la connaissaient, qui lui donnent un stop. Ou des fois, bon, il fait toute la... Même son neveu qui l'ont rencontré, qui dit, monsieur Linor, bon, lâche ça, c'est pas lâche pour sortir. Depuis Malgré Tout monter, j'ai Gros-Morne à pied. Clotaire Linor était souvent aperçu sur ce bord de la route en direction du Gros-Morne. Une habitude bien connue de ce Trinitéen, très proche de l'homme. Il descendait vers les 5h du matin, 5h30. Et le soir, il va monter vers les 17h. Et comme M. Linor le connaît, il m'a dit que ça lui fait un peu de sport. Mais on le sentait fatigué. Enfin, il se mettait dans l'abri en face de chez moi. C'est moi qui l'ai déposé au Gros-Morne. On n'a pas revu là, tout le monde est inquiet dans le quartier. Dans la commune du Gros-Morne où l'homme avait ses habitudes, ce nouveau cas laisse les riverains dans l'incompréhension. Je trouve que c'est vraiment inadmissible dans nos communes comme ça, des disparitions comme ça. Peut être et puis aussi long, on peut retrouver, on ne peut pas retrouver. Mais quand même, je trouve que vraiment c'est très embêtant pour des familles. Au poste de police municipale aussi, la disparition de Clotaire Linor suscite des interrogations. Cet agent qui le connaît bien est totalement surpris par la nouvelle. On rencontre souvent sur la route, toujours tout seul. C'est pas un monsieur qui est bavard, qui ne parle pas beaucoup. Mais pour moi, ce n'était pas quelqu'un qui avait un problème particulier, qui serait malade, ou non pas du tout. Puisque ça fait des années qu'il fait ce trajet. Aucun dispositif de recherche n'a pour l'heure été engagé.
Cette nouvelle disparition vient s'ajouter à une liste déjà longue. Depuis le début de l'année, pas moins de 27 disparitions inquiétantes ont été signalées. Une grande partie d'entre elles concernent des personnes âgées. Revenons maintenant sur les 2 cas de violence sur policiers dont nous vous parlions hier soir. Pour rappel, un premier fonctionnaire de police a été renversé à Schellcher par un chauffard qui tentait de se soustraire à un contrôle de gendarmerie. Dans le même temps, un autre agent qui était acteur du contrôle, cette fois-ci à Fort-de-France, a été renversé par un autre chauffard. Aujourd'hui, les forces de l'ordre dénoncent cette violence qui se banalise. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Raphaël René. Il est aux alentours de midi, hier, dans ce quartier de Schellcher, lorsqu'un individu, après avoir tenté de cambrioler une maison, s'enfuit à bord d'une voiture volée la veille. Dans sa course folle, il percute un policier qui patrouille alors à moto. Le choc est tel que l'agent est projeté à plus de 10 mètres. À cet instant, Patrick est à son bureau, en contrebas. Il est l'une des premières personnes à arriver sur place. J'ai vu le chauffeur de la voiture qui s'enfuyait en courant. Et il y avait un client qui était là, donc il m'a dit tout de suite ce qui s'est passé puisqu'il a vu la scène. Et en fait, il se trouve que la voiture est sortie de là, elle a carrément décollé. Et il y avait 2 motards qui par hasard montaient l'avenue. Et la voiture qui a choqué un des 2 motards et qui a terminé sa course contre le mur là. Et au même moment, à Fort-de-France, un autre fait similaire se déroule à la limite des Terres-Saint-Ville et du centre-ville. Un individu qui était également à bord d'un véhicule volé, qui était poursuivi par les effectifs de police, est arrivé, il s'est retrouvé coincé dans la circulation en rue Goussard. Les effectifs ont mis pied à terre pour l'interpeller, lui il a pris la fuite, il est monté à l'arrière d'une moto qui peut-être l'attendait, qui les avait prévenus. Mon fonctionnaire a essayé de se saisir de l'individu, mais ils ont démarré violemment et le fonctionnaire a été entraîné et a chuté lourdement sur le sol. Les 2 policiers, âgés de 40 et 45 ans, respectivement blessés au genou et à la cage thoracique, ont été hospitalisés au CHU. Leur jour ne serait pas en danger. 2 nouveaux cas qui portent aujourd'hui à 50 le nombre de fonctionnaires de police blessés en service depuis le début de l'année. Un chiffre que déplorent une fois de plus les syndicats policiers. Ça commence à bien faire parce que c'est devenu un acte, je dirais, délibéré des gens maintenant de foncer sur les policiers et d'essayer de les tuer, de les percuter. Notre travail, c'est justement de protéger les citoyens, mais on donne de notre chair et de notre vie des fois, puisque l'an dernier, il y a 26 tués dans la police quand même. Au lieu de filmer et de laisser les gens tuer les gens ou de filmer les policiers en action, aidez-les. Aidez la police à élucider les affaires, et protégez vos policiers parce que plus personne ne va vous protéger quand il ne restera plus de policiers. L'enquête, quant à elle, a été confiée à la gendarmerie. Les 2 malfrats sont pour l'heure toujours en fuite. Les forces de l'ordre ont indiqué avoir recueilli plusieurs éléments qui pourraient permettre de les appréhender rapidement. Je vous le disais en titre, une ancienne collaboratrice parlementaire de Jean-Philippe Nilor a été épinglée par le Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique révèle dans son édition d'aujourd'hui que la Martiniquaise Marjolaine Milhomme-Noiran aurait facturé via sa société de conseil des prestations de lobbying allant du soutien d'amendements en passant par l'organisation de rencontres entre milieux politiques et économiques. Voyez les précisions de nos correspondants à Paris. Décidément, le premier mandat de député de Jean-Philippe Nilor, qui s'est achevé en juin dernier, connaît son lot de polémiques. Après une affaire de mœurs dans un ascenseur de l'Assemblée nationale, le parlementaire martiniquais est éclaboussé par des révélations du Canard enchaîné. Son ancienne assistante aurait facturé des dépôts d'amendements via son cabinet de conseil. L'indépendantiste assure n'avoir pas eu connaissance de tels agissements. La première chose que je souhaite dire, c'est que sur 5 ans, dans l'ancienne législature, cette collaboratrice a travaillé avec moi pendant 5 mois. La deuxième chose, c'est que je n'ai jamais été au courant d'activités annexes, ni de cette collaboratrice, ni des autres collaborateurs que j'ai pu avoir durant ces 5 ans. Marjolaine Milhomme-Noiran, c'est cette francicaine à gauche qui s'est engagée en faveur d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Depuis la fin de ses services auprès du député en décembre 2015, ils n'ont eu que quelques contacts téléphoniques, mais aucun concernant l'affaire.
le député appelle à la prudence. Trop souvent, on se contente d'allégations et puis on condamne les gens de manière trop hâtive. Il y a eu trop d'injustice à ce niveau-là et moi-même, je l'ai vécu dans ma chair. Des allégations, des accusations sans preuve. Si les choses sont avérées, si on me porte les preuves de ça, ça veut dire que la justice va suivre son cours. Contacté, Marjolaine Milhomme-Noiran n'a pas souhaité répondre à nos questions. Quant à Jean-Philippe Nilor, il est persuadé qu'à travers ces polémiques, on cherche à le nuire. Coup de théâtre dans l'affaire du Sérigmia. Le Conseil d'État a suivi aujourd'hui les préconisations du rapporteur public et annulé les sanctions prononcées par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une décision prise en raison de pièces remises hors délai. Fred Selimène, ancien directeur du Sérigmia qui a été révoqué à vie de l'enseignement supérieur, Kinvi Logosa, directeur adjoint du laboratoire qui lui a été suspendu 5 ans, et Éric Carpin, membre du Sérigmia qui a été suspendu 2 ans, non plus à subir ces sanctions prononcées le 8 juin 2016. Cependant, l'affaire a été renvoyée pour être de nouveau examinée. Au chapitre social, la grève à la piscine communautaire du Lamentin est terminée. Après 3 jours de mobilisation, les représentants syndicaux ont négocié pendant plusieurs heures avec la direction et ils ont pu aboutir à un accord. Voyez les explications d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. Il aura fallu plus de 5 heures aux deux parties pour parvenir à un accord. 4 agents avaient eu des retenues de salaire fin octobre en répercussion d'une première semaine de grève opérée en juillet dernier. Les représentants des salariés sont sortis des négociations avec plusieurs garanties. Le remboursement de ces salaires-là. Et pour la grève du mois d'août et du mois de novembre, les 3 jours du mois de novembre, où il n'y aura pas de retenue de salaire pour faire de grève. Il y a une notification, on vient d'apprendre ça maintenant là, qu'une notification de la CACEM depuis le 8 octobre et que l'UCPIA de Métropole, en fin de compte, a tardé sur ça. Et que si nous sommes entrés en grève, c'est par rapport à tout ça. Je pense que s'ils avaient effectivement réglé ce problème-là, il n'y aurait pas eu cette grève-là. Une issue favorable qui calmera certainement les craintes des clubs de natation qui pensaient jusqu'ici ne pas pouvoir prendre part à une compétition importante ce week-end. Il s'agit des interclubs toutes catégories où nous aurons des plus petits aux plus grands qui va rassembler pas moins de 300 nageurs. Et compétition importante sur le plan local et national parce qu'elle permet aux clubs de se positionner quant au classement national des clubs. La compétition devrait donc bien avoir lieu dans les eaux du centre aquatique. Les entraînements ont d'ores et déjà pu reprendre ce soir. Les portes de l'établissement réouvriront au public demain matin. Toujours au chapitre social, le syndicat SNES-FSU a reçu ce matin ses adhérents qui ont le statut de professeur contractuel. Une rencontre organisée dans le cadre de la journée nationale des non-titulaires. 280 enseignants, dans ce cas, sont recensés par le syndicat qui dénonce des conditions de travail difficiles. Voyez les précisions recueillies par Guillaume Bacoul. Ça nous permet d'échanger parce que souvent on intervient pour eux sans véritablement les connaître parce qu'il y a des remontées qui nous sont faites par nos secrétaires d'établissement. Mais nous, ça nous permet de les connaître, de faire le point, surtout qu'on organise aussi des stages à l'attention des non-titulaires pour qu'ils connaissent au mieux leurs droits, mais aussi naturellement leurs obligations. Bien évidemment, les problématiques pour l'affectation en Martinique, ce sont des choses qu'ils vont connaître plus tard. Quand on l'espère, ils vont réussir au concours, mais ils rencontrent des problèmes au quotidien. Et notamment en cette rentrée, puisque la rentrée a été décalée du fait de la grève des contrats aidés, elle a été décalée et beaucoup de non-titulaires ne sont pas encore affectés et sont dans un stress extrêmement important parce qu'ils n'ont pas encore eu d'arrêté d'affectation. Donc, ils ont besoin de savoir ce qu'il en est, s'ils peuvent passer les concours, s'ils peuvent être CDIsés, parce qu'il faut savoir que les non-titulaires de l'éducation nationale peuvent bénéficier de CDI. Ils ont des questions extrêmement précises sur leur situation. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons de l'accord qui vient d'être signé au ministère des Outre-mer et qui permet de délimiter la frontière maritime entre la Guyane et le Suriname. La coopération policière entre les deux pays sera ainsi renforcée. Le groupe Soft sera en concert au Grand Carbet le 18 novembre prochain. L'occasion pour les artistes de présenter leur nouvel album. Fred Dehay, le leader du groupe, sera notre invité. Et puis, Hubert Bornil vous donnera des nouvelles du coiffeur qui avait tout perdu lors des inondations à Rivière-Pilote il y a 2 ans.
La Martinique accueille depuis ce matin la réunion annuelle du Conseil des ministres de la Santé de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. Un rendez-vous de 3 jours sous le thème de l'équité et de l'accessibilité aux soins. La cérémonie d'ouverture a lieu en ce moment même à la CTM et les travaux ont commencé dès ce matin avec la visite du plateau technique du CHU de Fort-de-France et de la MFME. Voyez ce reportage de Guillaume Bacoul. Le CHU aux couleurs de la Caraïbe. Les ministres de la Santé de l'OECS ont entamé leurs travaux par une visite de terrain ce matin à la rencontre des professionnels de santé martiniquais. Nouveau plateau technique, mais aussi maison de la mère et de l'enfant. L'occasion pour les 8 États partenaires de mesurer l'avancée de notre île en matière d'infrastructures et de technologie. Cette machine, c'est la 3D que vous avez sur ces machines. Tout cela est très intéressant. Je pense que la Martinique a fait pas mal de choses afin de mettre à niveau ses infrastructures de prise en charge. La Martinique étant maintenant un membre associé de l'OECS, j'espère que l'on pourra continuer à faciliter les discussions afin que tous nos frères et sœurs de la Caraïbe puissent en bénéficier. L'équité dans l'accès aux soins, c'est la thématique de cette année. Les délégations auront 2 jours afin de prendre des décisions qui devraient orienter leur action régionale pour les 6 prochaines années. C'est l'occasion aussi de montrer ce que nous pouvons offrir. Et parce que, comme je le disais souvent, la coopération, ce n'est pas un acte humanitaire, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc c'est un échange. Je crois que nous avons à gagner à ces échanges. Et puis, il est important aussi de noter qu'en cas de risque sismique, de risque cyclonique, la question de l'accès aux soins sera une question cruciale, comme on l'a vu pour Saint-Martin ou encore pour la Dominique. Des travaux pour une meilleure coopération logistique mais aussi matérielle qui débuteront dès demain avec la réunion du conseil d'administration de la centrale d'achat des médicaments de l'OECS. Autre coopération, la Guyane et le Suriname ont depuis ce matin des frontières maritimes redélimitées. Un accord vient d'être signé au ministère des Outre-mer pour fixer les limites de compétences maritimes entre les 2 pays. Cette nouvelle signature vient renforcer l'accord de coopération policière des 2 côtés de la frontière et renforce ainsi les partenariats avec la France, notamment pour les questions judiciaires. Voyez les précisions de notre correspondant à Paris. Bonjour. Ça va bien, merci beaucoup. Bienvenue dans ce ministère. Une accolade, puis une signature pour clarifier le flou qui entoure le fleuve Maroni depuis des siècles. Au-delà de définir les espaces maritimes et économiques, cet accord veut renforcer la lutte contre le trafic de drogue, la pêche illégale et l'orpaillage clandestin de part et d'autre de la frontière. Et plus encore, renforcer les liens entre les 2 pays. Prenez-le comme un pas de plus vers cette amitié qui nous unit entre le Suriname et la France, cette volonté de coopération régionale que nous avons, que nous voulons mener sur différents sujets, bien sûr, que sont les questions de sécurité, les questions de justice, les questions policières, mais tout ça dans l'intérêt de nos populations. Il faut dire que sur place, les forces de l'ordre surinamaises et françaises sont déjà coordonnées dans des actions communes aux abords de la frontière. Et encore plus depuis le 24 octobre dernier, avec l'accord de coopération policière ratifié par le Parlement du Suriname, mais qu'il faut renforcer. On a évoqué la possibilité de reconduire les détenus surinamais chez eux. On sait à quel point c'est rendu difficile parce qu'il y a des aspects qui sont liés au social, qui sont liés aux habitudes et qu'on n'arrive pas à défaire. Des habitudes difficiles à défaire, surtout quand les 2 voisins partagent le grand fleuve et pour certains la même langue. Pour les 2 pays, c'est une nouvelle étape. Nous espérons qu'avec l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire, nous pourrons trouver de futurs accords qui iront encore plus loin dans l'exploitation des opportunités qui existent entre nos 2 pays. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Pour l'heure, beaucoup d'accords déjà signés ne sont pas encore appliqués par le Parlement surinamais. C'est le cas de l'accord de réadmission des clandestins, signé depuis 2004. Et justement, partons en Guyane avec la 11e fusée italienne Vega qui a été lancée avec succès hier soir. Il s'agit d'un satellite d'observation qui sera dédié entre autres aux activités cartographiques et cadastrales pour la prévention des catastrophes naturelles. Voyez ce reportage de Pierre Tréfou et de Gaël Wassim.
3, 2, 1, top. À image P80. Pour son 10e lancement de l'année et le 11e avec le lanceur Vega depuis le début de son exploitation, Arianespace a lancé hier à Kourou le satellite marocain Mohamed VI avec succès. C'est un lanceur qui remporte vraiment un succès sur le marché. Il répond à la fois à des besoins gouvernementaux, comme c'était le cas aujourd'hui, à des besoins plus commerciaux. Aujourd'hui, on a déjà encarné 9 missions, 9 lancements Vega et Vega C. 6 pour Vega, 3 pour Vega C. Donc effectivement, c'est vraiment un lanceur qui est très demandé. On a des prospects en cours et des négociations en cours pour de nouveaux lancements de Vega et de Vega C dans les années qui viennent. Ce satellite d'observation de la Terre pour le Royaume du Maroc a été développé par le consortium Thales Aliena Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'œuvre. C'est le premier satellite marocain lancé par Arianespace, oui. Il y avait déjà eu un petit satellite, un microsatellite qui avait été fait par le Maroc, qui avait été lancé il y a quelques années, qui faisait quelques dizaines de kilos. Donc c'était absolument pas la même classe de satellite que celui qu'on vient de lancer ce soir. C'est un satellite très très important pour le Royaume du Maroc. Et nous, Arianespace, effectivement, on est très fiers d'avoir fait décoller ce premier satellite d'observation de la Terre pour le Maroc. C'est la 8e fois que le lanceur polyvalent Vega réalise une mission au service de la Terre. Entre 9 et 10 vols de Vega et Vega C sont déjà prévus entre 2019 et 2021. Direction la Guadeloupe maintenant, où certaines familles sont toujours privées de téléphone fixe 3 mois après le passage de l'ouragan Maria. Une situation qui handicape particulièrement certaines personnes âgées qui ressentent un sentiment d'isolement. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Impossible de passer à côté. Ils sont partout. Henriette vit entourée de ses câbles téléphoniques depuis le passage de Maria. Une situation délicate pour cette mamie de 90 ans. Ma fille avait demandé pour venir l'arranger. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait. Tu vois le poteau qui est par terre là. Et s'il était tombé sur la maison, il s'est réfugié. Hein. Tout un poteau qui était là aussi ensemble avec l'autre. Et l'autre est cassé. Et l'autre est cassé, la moitié. Mais jusqu'à maintenant, j'en ai pas de téléphone, j'en ai pas. Et je suis âgée de 90 ans. Ma fille, elle était obligée d'acheter un téléphone portable pour moi. Et elle a même acheté 2. Une à Vieux-Fort et une elle est envoyée de France. Je ne sais même pas le faire. Georgette est elle aussi impactée par ce problème téléphonique très contraignant pour cette maman et ses enfants. J'habite à Rigolette. Et depuis le cyclone, je n'ai pas de téléphone. C'est coupé vraiment à la maison. Le fil qui sort dans le poteau de téléphone pour entrer chez moi, c'est coupé. J'ai des enfants en métropole, je ne peux pas l'appeler. Mais j'ai mon portable et ça passe pas tous les jours. Ça passe pas, c'est pas tout le temps ça passe. Mes enfants m'appellent, c'est pas au moment. Hier, ma fille m'a appelé, je l'ai eu, mais elle m'a dit, ça fait plusieurs fois qu'elle m'appelle et elle ne me joint pas. De Basse-Terre au Gosier, c'est tout le territoire guadeloupéen qui subit encore, 3 mois après le passage de ce phénomène météorologique, les conséquences des dégradations du système téléphonique de l'opérateur public. La préfecture invite d'ailleurs les abonnés à se rendre sur leur site pour d'éventuels recours auprès des services concernés. Allez, on revient en Martinique et on parle musique maintenant. Le groupe guadeloupéen Soft sera en concert chez nous le 18 novembre prochain. Les artistes présenteront leur nouvel album Ti-Guadeloupéen. Le leader du groupe, Fred Dehay, est déjà en Martinique et il est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez présenter en avant-première votre nouvel album Ti-Guadeloupéen qui sortira en décembre prochain. Oui. C'est ça. Alors, comment appréhendez-vous l'accueil des Martiniquais déjà ? C'est un accueil qui est toujours chaleureux et ça nous fait plaisir de pouvoir jouer. On a 10 nouveaux titres à jouer. Et c'est très bien de le faire au Grand Carbet. C'était une date qui était déjà prévue. Donc l'album arrive fin novembre, c'est la dernière semaine du mois de novembre. Et ça va être un très très bon moment de musique. Et de retrouvailles avec le public, parce qu'on n'est pas venu souvent dans les 4 dernières années. Et là, on a une grande scène à faire. Donc on va montrer tout ce qu'on sait faire. Alors, on va permettre aux téléspectateurs de vivre déjà un premier moment de musique. On va regarder un extrait de votre clip « L'amour au piège ». Regarde.
Ferme porte à l'homme si ça te plaît. Ferme bouche à tambour si ça te plaît. Pani l'embellie, c'est la pluie qui m'y est envie. Si vous qu'à partir, si vous qu'à partir, yon mélodie, ou songe moi jolie. En commande, mettre ça ouais en main, pour ça faire en l'eau. Puis en main pour peine, on s'extase, c'est en l'eau. Mettre ça ouais en main, pour ça faire en l'eau. Les qui là qui plein, nous qui voyez l'amour au pillage. Voyez l'amour au pillage. Alors on sait que le groupe Soft peut proposer aussi bien de belles chansons d'amour que des textes avec beaucoup de revendications. Quelle sera la ligne de conduite pour ce nouvel album? Cette chanson, Ti Guadeloupéen, c'est le titre de l'album, mais c'est aussi le titre d'une chanson qui exprime en fait Ti Blanc, Ti Nègre, Ti Indien ou son Ti Guadeloupéen. C'est-à-dire, c'est quoi un Guadeloupéen aujourd'hui et qu'il faut le vivre. Nous toutes ces mounvini, je ne sais pas comment on le traduit, comme vous le diriez en créole martiniquais, mais nous sommes tous arrivés là, en fait. Nous ne sommes pas vraiment de là. On nous a amenés. Et d'autres sont venus nous rejoindre. Et c'est ça qui fait le Guadeloupéen. Et c'est le sens de cet album-là, pour montrer ce que nous sommes mélangés. Parce que souvent, nous importons les débats des autres. On distingue, on dit oui, nous on est plutôt blacks, ceux-là sont blancs. Ce n'est pas tellement notre réalité en Guadeloupe. En Guadeloupe, nous sommes des Indiens, nous sommes des Noirs, nous sommes des Blancs, nous sommes des enfants de Saint-Domingue, d'Haïti, des Libanais, qui vivons ensemble et qui construisons la Guadeloupe ensemble. Et c'est le sens de cela. Donc sur l'album, il y a cette chanson dans laquelle il y a un Libanais qui dit en arabe, il y a un Indien qui le dit en hindi, il y a une Cubaine qui le dit en espagnol. Voilà, c'est ma terre, je suis de là, mon fils est là. Donc c'est de la revendication ou de l'amour finalement dans ce titre? Vous le qualifierez alors, comment? je ne sais pas que c'est de l'amour, c'est dire ce que nous sommes, c'est exprimer ce que nous sommes vraiment. Et contrairement à l'image que l'on a de nous-mêmes, voilà ce que nous sommes vraiment. Et donc on a aussi des chansons un peu différentes qui expliquent toujours pareil, c'est-à-dire que on a par exemple une version créole qu'on a écrite de Ain't No Sunshine de Bill Withers. On essaie de montrer comment on est une forme de mélange, mais toujours en partant des rimes traditionnelles, puisque nous sommes guadeloupéens et que ça doit s'entendre, quel que soit le sujet, quel que soit le rythme que l'on choisit ou la manière de faire. Il faut absolument qu'on reconnaisse ce côté. Mais le sens, c'est exprimer ce que nous sommes vraiment. Mais justement, on a l'impression que les artistes guadeloupéens ont souvent ce genre de revendication. À quoi ça s'explique selon vous? Ça s'explique, paradoxalement, ça s'explique par le goût de la liberté, en fait. C'est le besoin de rechercher de l'espace de choix, le désir de s'investir. Et quand on fait cela, il faut faire disparaître les obstacles. Et parmi les obstacles, il y a cette sorte de racisme qu'on ne dit pas vraiment, ou alors une sorte de déconsidération de soi, en fait, que l'on a face à l'autre. Et puis, des clivages que nous importons, alors que nous n'en avons pas besoin. Nous devons reconnaître ce que nous sommes et que ces clivages-là ne sont pas les nôtres. Nous avons d'autres clivages, mais nous n'avons pas ces clivages de couleurs ne sont pas les nôtres. Ce que nous avons, c'est envie de réussir notre pays. Alors, vous assurez un travail de transmission, déjà en tant que maître de conférence à la faculté de Pointe-à-Pitre, mais également aux élèves du lycée Carnot. J'ai vu des images sur votre Facebook. Alors, quel regard avez-vous sur la relève? Alors déjà, la relève des jeunes artistes et puis la relève, la jeunesse guadeloupéenne, antillaise. Les jeunes artistes se posent ce problème-là, c'est-à-dire que de savoir si ce sont des jeunes artistes au cours de jeunes artistes guadeloupéens. Ils jouent de la musique jamaïcaine et ils disent c'est notre musique. Je dis mais attends, c'est pas ta musique, c'est une musique que tu aimes, ça c'est pas grave. Mais vous voyez ce que c'est quand même un problème que nous avons en général et qui est pas propre à la Guadeloupe sans doute. Hein. Il faut que l'artiste, qu'il soit peintre, qu'il soit musicien, qu'il soit sculpteur, il faut qu'il propose à son frère quelque chose de nouveau.
et qui lui appartient. Et c'est ça qui nous manque. Il nous faut renouveler notre musique. Et les jeunes, ce qui est très bien avec les jeunes, c'est qu'ils ont le goût d'apprendre. Et comme ils sont en voie d'apprendre, moi j'espère que ça va bien se passer et qu'ils vont pouvoir exprimer de la beauté à leur manière. Et de la beauté, mais qu'ils produisent ici. C'est ça qui compte. Alors, un premier titre de votre album est déjà en diffusion sur les radios. Comment est-il accueilli ? Très très bien. C'est une chanson. Petite semaine, hein, donc. C'est ça. Ça s'appelle Nouveau. C'est une chanson avec Jacob Desvarieux. C'est une chanson qui dit même quand je n'ai rien, j'ai tout parce que je t'ai toi. Et finalement, ce sont nos vies à nous. Vous savez, je suis d'une famille pointoise qui a grandi à l'ombre de l'usine d'Arboussier. Et nous n'avions pas grand-chose. Et pourtant, nous sommes restés heureux. Et nous avons construit notre vie comme ça. Toute la Guadeloupe, je pense que la Martinique, c'est la même difficulté. Mais c'est le même bonheur. Le détachement à l'égard des choses matérielles est censé donner de la force intérieure, dégager de l'énergie. Et c'est très, très, très bien accueilli parce que tout le monde a vécu ça dans les moments difficiles. C'est pas comme si je n'avais rien, puisque je t'ai toi. Alors, après la Martinique, vous irez le 2 décembre prochain, date de la sortie effective de l'album au New Morning à Paris. Alors, quels seront les autres rendez-vous du groupe Soft ? Je peux difficilement les indiquer, d'abord parce que j'ai pas la mémoire de ces choses-là, j'avoue. Mais on fait New Morning le 2 décembre et ensuite on rentre en Guadeloupe et on fait toutes les salles qu'il y a en Guadeloupe. Très bien. Et on revient en Martinique, on fera toutes les salles. Entre le 1er janvier et disons le mi-mai, on aura fait, j'espère, toutes les salles de la Martinique parce qu'on y est si bien accueillis. J'étais heureux qu'on monte l'amour au pillage. Ce clip, on l'a fait ici. En Martinique. Oui, on l'a fait ici avec une équipe de Martinique. Comme Mamio, on l'a fait aussi avec une équipe de Martinique. Alors, pour conclure, je vais vous demander de donner un peu d'amour aux téléspectateurs puisque vous êtes venus avec votre guitare. Est-ce que vous pouvez nous jouer avec quelques plaisir, notes si je peux la de musique du nouveau titre, par exemple, qui est déjà diffusé en radio? Je vais choisir autre chose. Vous savez, la Martinique et la Guadeloupe, elles ont en commun d'être un genre de gâteau très très sucré qu'on fait à Magalante qui s'appelle le bonbon sirop. Bonbon sirop, bonbon sirop, bonbon sirop, missa ouye bon moi, ou kadouci chaque minute sans moi. Bonbon sirop, bonbon sirop, bonbon sirop, missa ouye bon moi, et là où chapé en bras moi, femme. En ka chercher musique à kéao, en tête son nom joue à si koao, l'en ka caresse vent ta guitare là. Doudou savent moi mettre en bout, mais c'est battement à kéao tout seul, qui ka entrer en cadence en moins femme. Bonbon sirop, bonbon sirop, bonbon sirop, missa ouye bon moi. Mais là où chapé en bras moi, voici où on va quitter moi. Merci à vous. Très bien, merci. Alors, on rappelle quand même le rendez-vous pour avoir encore plus d'amour, puisque là, ça a duré 1 minute, mais on aura un grand concert prévu le 18 novembre prochain au Grand Carbet du Parc Floral à partir de 20h. En effet. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on passe au sport maintenant avec le Golden Lion qui termine sa préparation parisienne avant de rencontrer samedi l'US Concarneau en Bretagne pour le 7e tour de la Coupe de France. Logés dans un hôtel à quelques kilomètres de Paris, les Joséphins comptent bien passer ce fameux tour qui leur avait fait défaut l'année dernière contre Tarbes avec une défaite de 1-0. Vous voyez ce reportage de nos correspondants sur place. C'est la bonne herbe, hein. C'est la bonne qualité, impeccable. S'il a quitté le New Star de Ducos, c'est pour vivre la Coupe de France. Malgré les 3 degrés sur le terrain, Dimitri Colonnette garde son enthousiasme. Là, je me sens bien, j'ai envie de jouer, j'ai envie de participer. Parce que ça, c'est un moment inoubliable, quoi, que tout joueur aimait faire. On joue en Bretagne et on joue à 18h30. Alors, je ne sais pas que si peut-être qu'il va faire encore plus froid. Alors, c'est là que j'ai un peu de crainte, quoi. Le froid, c'est le principal adversaire du joueur antillais. Pour l'affronter, Dimitri peut compter sur les conseils de Gérald Telga. Alors, on est là. Oui, tranquille.
et de Kevin Parsemin qui n'en sont pas à leur première Coupe de France. Une demi-heure avant, je mets des vêtements chauds pour garder les muscles déjà chauds. Et puis, une fois rentré sur le terrain, j'enlève tout, tu vois. Parce que dès qu'il fait 5 degrés, mes cuissons congelées. Tout ce que j'ai essayé de mettre, ça n'a jamais marché. Donc, c'est au mental. Voilà. C'est le mental qui va faire la différence, la préparation également, l'entraînement est rigoureux. Donc ça va couler par là, il faut que lui, il vienne là. Malgré les 3 divisions qui les séparent de leur adversaire, les Joséphins restent confiants. La force de croire en nos chances, parce que nos chances elles sont réelles. Et on a les capacités techniques et collectives. Ce match-là, justement, sera un révélateur pour vraiment nous montrer qu'on a cette capacité-là et qu'on est capable d'aller très loin au niveau de la performance. Jeudi, les Golden Lions rejoignent Rennes pour terminer cette semaine de préparation avant le match qui se jouera samedi à Concarneau. Allez, c'est le moment où nous mettons en lumière ce qui se passe dans vos quartiers. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Rivière-Pilote et nous vous donnons ce soir des nouvelles du coiffeur pilotin qui avait échappé de peu à une noyade lors de la montée des eaux dans sa commune il y a 2 ans. Aujourd'hui, il a enfin pu relancer son activité en remontant un nouveau salon coiffure. Comme un pied de nez au destin, il a ouvert ses portes à la date anniversaire de la fermeture. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. Mieux qu'un anniversaire, c'est carrément une renaissance pour Jean-Luc Poulain, ce coiffeur très connu de Rivière-Pilote qui a failli perdre la vie un certain 6 novembre 2015. Aujourd'hui, c'est une renaissance pour l'homme. Regardez-moi sa belle, un bel salon et puis les clients là aussi. Jean-Luc a retrouvé ses ciseaux après 2 longues années de doute et de remise en question. Ce 6 novembre 2015 restera à jamais gravé dans sa mémoire. C'est moi qui là, c'est Zodiac là qui est venu récupérer. Oui. Ah, c'est... Donc vous êtes bloqué dans le salon alors? On était bloqué à 2,40 m tout. C'est peut-être de la vie là, ça fait 2 ans aujourd'hui, non, du moins hier quoi. Donc c'est un bail qui raide quoi. Ça veut dire que c'est jour qui n'est pas arrivé. J'étais parti en France pour le cardiologue à Paris. Et après, quand je suis retourné, il ne faut pas baisser les bras. Il fallait absolument que je puisse continuer ce que moi j'aime. L'homme a vu la mort de près ce jour-là, quand brutalement les 2 rivières du bourg ont quitté leur lit, endommageant par là même son lieu d'activité depuis 23 longues années. La blouse que tu vois là, c'est ça que j'avais sur moi, le 6 novembre 2015. Et c'est après l'inondation à Rivière-Pilote, j'ai laissé le chose qui était normale. Hein. Et que c'est aujourd'hui que j'ai commencé un petit peu à reprendre mes activités. C'est comme une renaissance pour le coiffeur admiré de tous à Rivière-Pilote. On a été au courant de son malheur et là maintenant qu'il reprend, on veut vraiment faire un geste humain pour lui donner l'élan pour recommencer comme il le faisait, surtout qu'on connaît la valeur de son travail. Jean-Luc Poulain a définitivement quitté le bourg pour aller s'installer à l'endroit de l'ancien garage familial. La famille, bien sûr, l'encourage, ses clients aussi, mais il a quand même gardé une pointe de nostalgie. J'ai laissé là, mais sûr, effectivement, avec des regrets parce que la famille Pompé, c'était une famille de cœur pour moi. Donc, ça te manque, c'est normal, je suis entré assez jeune, hein. J'ai fait 23 ans avec eux là. En tout cas, Jean-Luc, bonne force, ça nous paie d'eau. Tiberet, comme on dit, la vie continue. Et puis ça qui est belle, c'est que nous, les clients, ils sont là et pour, ils sont bonne force là. Merci, merci. À bientôt. Ok, à bientôt. Ouais. Merci. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures de courant sont prévues demain au François de 8h à 13h dans les quartiers Trianon, Bonaire et Vapeur. Et pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur la place de la mairie de Casse-Pilote. Et n'oubliez pas, comme chaque jour ouvré, des collectes sont également organisées à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque pays. À tout de suite.